Je voudrais démarrer avec vous, Thomas Leduron. Qu'on ait un petit peu peut-être une vision des nouveaux outils numériques que vous voyez émerger dans le secteur de l'immobilier, de la construction. Vous avez un regard presque panoramique. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir à 360, mais en tout cas, vous voyez peut-être plus de choses que ceux qui ont la tête dans le guidon. Et surtout avec un œil neuf. Qu'est-ce que vous voyez émerger aujourd'hui comme nouveaux outils ? Alors effectivement, pour rappel, notre rôle, c'est d'être justement ce lien entre les grandes entreprises et les jeunes startups. Donc on a un screening de la totalité des startups qui se développent dans le monde de l'immobilier. Et en termes d'où elles viennent, ces startups, comme le disait François à l'instant, il y a une prime à l'idée, il y a une prime au challenge des dinosaures. Donc finalement, les startups, elles vont imaginer, avec leurs moyens, toutes les solutions possibles, les niches de valeur qu'elles peuvent attaquer, qu'elles peuvent créer dans le monde de l'immobilier. Et donc j'en ai cité quelques-uns. En termes de technologie, ça se tourne énormément autour de la data. Donc on parle de digital, mais le digital, c'est l'accès à la data. Des algorithmes qui permettent de filtrer des choses, un peu d'intelligence artificielle. Et quand on parle d'IoT, c'est la miniaturisation de capteurs qui peuvent être utilisés pour gérer l'énergie, pour gérer la présence, donc qui ont une forte composante dans l'immobilier. Et la réduction du coût des réseaux qui fait que, autant il y a 20 ans, on pouvait imaginer un système de capteurs qui détectait la présence, ça aurait coûté trop cher pour que ça soit rentable. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses à des coûts qui sont dérisoires. Donc les startups, c'est quoi ? C'est des gens qui ont des idées. Pour la plupart, c'est des gens qui sont jeunes dans la tête, mais pas forcément jeunes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu une première carrière dans le monde de l'immobilier, qui connaissent bien les imperfections du monde de l'immobilier, et qui arrivent forcément avec des compétences qui sont plutôt autour du digital. Et si je cite tout le long de la chaîne de valeur de l'immobilier, ils proposent des briques de valeur qui vont challenger les historiques. Donc sur la data, c'est notamment tout ce qui est la détection du foncier. Donc comment détecter un foncier là où des promoteurs le feraient avec des voies classiques. Sur le financement des projets immobiliers, il y a le crowdfunding qui a apparu, donc qui aujourd'hui commence à être en complément, voire en concurrence avec certains projets immobiliers. François a évoqué tous les outils autour de la conception et du BIM. Donc il y a énormément de startups, pas tant sur les outils BIM qui restent la responsabilité finalement des grands éditeurs de logiciels mondiaux, mais il y a plein de briques qui peuvent se greffer sur le BIM et qui permettent de l'enrichir, de lui donner de la valeur. Sur la commercialisation, vous avez tous vu des vues 3D de bâtiments. Donc, c'est pas juste une image dans laquelle on se promène. Ça peut aller assez loin. Ça peut permettre parfois de désintermédier le promoteur parce qu'on va aller plus vite que lui pour proposer des ouvrages. Énormément de choses sur les transactions immobilières. Alors, ça va du pricing jusqu'à la place de marché. Et là, ça peut bousculer aussi les agents classiques. Hein, donc, toutes les agences immobilières, les brokers sont quand même des métiers à risque. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sur les travaux, il y a beaucoup de choses. L'intermédiation des travaux, l'ubérisation de l'artisan du BTP, ça c'est un énorme sujet qui concerne pas mal d'artisans. Donc c'est typiquement, vous allez choisir votre peintre ou votre plombier via une appli. Et enfin, on l'a évoqué sur toute l'exploitation, les systèmes qui permettent d'optimiser l'énergie, la maintenance, la présence, l'optimisation des mètres carrés. Aujourd'hui, un grand compte à la Défense, il a la plupart de ces mètres carrés qui sont vides. Enfin, la moitié de ces mètres carrés sont inutilisés parce que les gens sont en réunion ou sont en dehors du bureau. Il y a aujourd'hui des startups qui proposent d'optimiser ces actifs qui sont sous-utilisés finalement. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Et c'est tous les jours des nouvelles startups qui sont plus ou moins différenciantes, mais qui ont toutes le mérite de proposer une solution qui gratouille un petit peu les acteurs historiques. On retrouve qui derrière comme profil ? C'est des petits génies de laboratoire qui se lancent ? C'est des cadres frustrés dans leur organisation actuelle ? Alors c'est un peu tout ça ? C'est l'association des deux, on va dire. Mais aujourd'hui, sur le marché, il y a énormément de petits génies qui par ailleurs, dans les grands groupes, ont des voies qui sont assez bouchées. Donc ils se posent légitimement la question d'essayer dans une start-up plutôt que d'essayer dans un grand groupe. Et on a aussi des cadres qui ont vécu les années de croissance et qui se posent aussi des questions, qui ont suffisamment d'expérience pour voir la valeur qu'ils peuvent créer en étant un petit peu borderline par rapport à leur schéma traditionnel. Est-ce que ça naît aussi d'une forme d'insatisfaction du marché ? Vous parlez des transactions immobilières. Est-ce que derrière, et principalement dans le logement, ça remet en cause l'agent immobilier avec sa belle vitrine et peut-être le service qui n'est pas suffisamment à valeur ajoutée et qu'on peut ubériser ? Est-ce que... Le propre du digital, c'est de remplacer l'humain.
et en même temps de rendre plus de pouvoir aux interactions. Donc quelque part, on remplace l'individu. Ça fait peur cette phrase, hein, quand même. Non, parce que quand moi, ça me fait peur. Mais quand vous prenez un taxi, tout le monde peut dire que votre usage, pour revenir au mot usage, l'usage a été amélioré par l'arrivée de certaines places Uber et d'autres. Donc, oui, on a des bouteilles d'eau et des bonbons pour la classe affaires chez certains, c'est ça? On peut en reparler, mais je pense qu'il y a vraiment à nouveau, les acteurs historiques ont des tas de petites poches qui sont sous-optimisées, sur lesquelles il y a de quoi construire un modèle économique pour une start-up, et une start-up n'attend que ça finalement. Elle n'a pas besoin d'imaginer l'immobilier du futur, elle n'en a pas conscience, et c'est pas son sujet. Son sujet, c'est de proposer une offre alternative qui peut lui permettre de se développer, de grossir, et de vivre son chemin entrepreneurial. Comment vous les identifiez et comment vous les accompagnez? Parce que l'idée, c'est quand même de les accompagner vers des acteurs dits traditionnels immobiliers, ou de tout de suite gérer le champ de bataille et gérer la guerre qui va opposer ces nouveaux acteurs avec ceux qui sont déjà sur les marchés? Pour être assez humble, finalement, ceux qui ont de quoi faire la guerre directement, ils n'ont pas besoin de nous, donc ils vont y aller en direct, et puis il y en a assez peu. Pour la plupart, c'est vraiment en opérant des rapprochements entre ces startups qui sont très innovantes, mais comme le disait François, qui ne connaissent pas le monde de l'immobilier, ou qui ne connaissent pas les codes et qui ne connaissent pas les clés d'entrée. Ils ne savent pas si leur client, ça va être le promoteur, la foncière, le constructeur, l'exploitant. Mais pour autant, ils ont une techno intéressante, une techno ou un service en tout cas. Et d'autre côté, par des effets de mode, par des effets d'image et des effets de RH, il y a une vraie volonté des grands groupes d'aller vers les startups, quelque part de tendre la main. Alors c'est une main qu'il faut saisir avec vigilance, mais pour des startups, c'est une vraie manière d'accélérer leur business en confrontant leur idée avec un acteur qui est légitime et en ayant accès à un marché tout de suite qui est important. Et le regard de cet acteur traditionnel, il y a une méfiance, voire une défiance au début, où ils se disent c'est du business supplémentaire que ça va m'apporter, ou c'est de l'optimisation de coûts, donc de marge que ça va générer? Alors moi je dis, c'est pas forcément à moi de répondre, mais la photo il y a 4 ans et aujourd'hui a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, quand on parlait de start-up, auprès de la plupart des grands acteurs de la construction et de l'immobilier, on était encore un peu le clown qui amusait la galerie. Je caricature. Aujourd'hui, je dirais presque qu'on est passé de l'autre côté. Je pense qu'on survalorise la menace et l'impact des startups dans certaines industries. Donc je pense que la vérité, c'est juste au milieu. La bonne nouvelle, c'est que cette mode va plutôt à l'avantage des idées neuves. Donc c'est bon pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Marie-Laure de Souza, puisqu'on parlait des brokers, qui sont visiblement une espèce en voie de disparition. Vous, chez JLL, vous avez décidé de réagir, et vous avez réagi en inventant, alors je ne sais pas si c'est en inventant, mais en implantant une solution digitale qui s'appelle Next Office, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, qui ambitionne, et là je cite Charles Boudet dans une interview accordée en novembre 2016 à Business Immo, je l'ai marqué, et comme ça j'en profite pour faire ma petite autopromo, une salle immersive de vente que j'avais testée d'ailleurs, mais j'ai pas acheté et j'ai pas loué de bâtiment, je suis désolé. Présentez-nous déjà peut-être un peu le concept, comment est née cette idée, et qu'on puisse le décliner après et voir un peu ce que ça engendre comme réaction en interne et en externe. Mais peut-être d'abord sur le concept. Alors, comme vous l'avez très bien dit, effectivement, nous sommes conscients depuis des années que les métiers d'intermédiation sont des métiers à risque. Ce sont des métiers, effectivement, où l'information fait tout. Et aujourd'hui, l'information est disponible pour tous et de façon très facile. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de startups agrègent des informations de marché. Beaucoup de startups peuvent tout à fait agréger des offres disponibles. Mais là où une entreprise a un besoin de mutation, un besoin de changement de son propre mode de fonctionnement, de son usage justement de son travail, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de rapidité. Et donc nous avons considéré qu'il fallait aujourd'hui être à l'initiative d'un mouvement et d'un changement en permettant justement à nos clients d'avoir l'intégralité de l'information disponible avec un consultant aux côtés du client et en donnant toutes les informations qu'on pourrait trouver chacun par petits bouts, mais en un seul endroit, sans avoir à se déplacer pour pouvoir justement aller le plus vite possible et gagner en productivité. On en parlait tout
tout à l'heure, justement, ce n'est pas uniquement pour le besoin, le bien du client, c'est une question de productivité pour nos clients, de productivité aussi pour les sociétés de services, justement, qui doivent se réinventer. Et donc cet espace est un espace dans lequel nous avons commencé par justement mettre en place une application dédiée au métier de l'intermédiation, du brokerage, mais on se rend compte que ça a énormément d'autres opportunités et on gère avec des startups justement cette évolution dans la façon dont les entreprises veulent chercher leurs locaux, veulent les trouver avec des éléments qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Donc on rajoute des éléments de data, on rajoute la qualité de l'air, on rajoute les trafics piétons, si on a besoin d'être dans un environnement important même pour le retail, puisqu'on travaille avec le retail aussi sur l'ensemble de cette révolution. Et depuis un sofa dans le 8e arrondissement, un client va pouvoir répondre à son cahier des charges, avoir des réponses, les visiter virtuellement, passer de Vélizy au 8e arrondissement ou à la Défense en ayant l'intégralité des informations pour que justement il puisse prendre une décision de façon beaucoup plus éclairée avec un conseil à ses côtés. L'intégralité de l'information, ça passe y compris par une offre où vous n'avez pas le mandat, où un confrère a le mandat et pas vous? Alors nous avons des règles de marché aujourd'hui en France qui sont aujourd'hui très appréciées par les investisseurs internationaux, puisque nous avons la possibilité d'offrir à nos clients l'intégralité du marché, puisqu'effectivement, lorsqu'un investisseur, lorsque MECA nous confie un mandat, nous avons l'obligation de justement la transmettre à l'ensemble des acteurs du marché pour en avoir la plus grande promotion. Donc effectivement, nous traitons au mieux les informations que chacun traite, maintenant aux différents brokers de pouvoir la présenter et d'adapter justement l'offre aux besoins nécessaires des clients. Donc effectivement, on a l'intégralité de l'offre, l'exhaustivité de l'offre en transparence. Le client n'a plus à faire sa sélection dans son coin sur le web et après nous appeler. Nous ne faisons plus dans notre coin la sélection pour le compte du client avec parfois des questions sur notre intégrité, sur la présentation d'offres que nous ne gérions pas particulièrement en direct, mais donc nous donnons l'intégralité de l'information pour que le client puisse justement choisir sans avoir des coutumes de marché qui le bloquent dans sa réflexion, puisque nous considérons que c'est de toute façon tellement simple d'avoir l'information seule qu'il vaut mieux justement l'accompagner et donner des explications et gagner du temps. Ce qui veut dire qu'un broker comme JLL a changé, peut-être d'autres aussi l'ont fait, leur manière de fonctionner avec l'information, avec la data qu'ils ont. Ça a longtemps été une valeur ajoutée des conseils en immobilier entreprise, une connaissance du marché. Aujourd'hui, vous avez perdu cette maîtrise de la data, elle est ouverte? Au contraire, en fait, l'information dans tous les métiers aujourd'hui est communiquée, elle est partagée par tous. Maintenant, nous avons l'obligation qu'elle soit parfaite, qu'elle corresponde absolument au moment donné à une information qui est souhaitée, qu'elle soit vérifiée. Donc, nous avons mis en place des départements de knowledge management, justement pour vérifier que l'intégralité de nos bases de données sont conformes à un instant T. Donc, nous avons 8 personnes qui ne font que ça, qui ne travaillent que justement sur la qualité de notre donnée pour autant travailler avec nos investisseurs, avec nos amis promoteurs, avec l'ensemble des acteurs du marché sur justement des informations données. Donc nous les agrégeons, nous les redonnons à nos clients et à nous justement de trouver une valeur ajoutée pour qu'elles servent à nos clients pour le mieux. Qu'est-ce que ça donne les premiers retours d'expérience? Peut-être d'abord pour les clients utilisateurs. Alors à ce jour, nous avons à peu près réalisé 400 rendez-vous dans cet espace, donc qui nous font aussi apprendre beaucoup. Ce qui est génial dans un projet tel que celui-ci, c'est qu'on s'est nous-mêmes transformés en start-up. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir justement un grand groupe qui devait prendre des décisions de façon longue et passer par un certain nombre de comités, on s'est mis dans un garage et justement, on a autant notre direction générale que nos collaborateurs travaillé ensemble sur un projet beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile et en écoutant en permanence nos clients. Donc pour tous les geeks de la salle, on a fait des runs, donc on a des runs toutes les semaines pour justement transformer notre offre, la rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus agile. Et donc, on essaye justement de se révolutionner en permanence. Et c'est particulièrement enrichissant de travailler avec des startups d'autres industries, puisqu'on se rend compte qu'il faut aller plus vite, il faut faire mieux. Et effectivement, on augmente notre capacité de travail, de réponse à nos clients, mais ça améliore aussi la formation de nos propres collaborateurs, puisqu'ils doivent maintenant ne plus uniquement montrer qu'ils ont la data. Tout le monde a la data. Maintenant, de quelle façon on peut la redonner pour que ce soit intéressant pour tous? Comment ils le vivent, là, les brokers, les commerciaux? Écoutez, il y a des petites gouttes qui sont tombées au début du projet, puisqu'effectivement, lorsque vous donnez l'intégralité de l'information en temps réel à un client, vous pouvez ne pas tout savoir. Donc, vous avez la possibilité, puisque la salle est chez nous, de pouvoir appeler un expert, un sachant. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, ça amène des formations. Donc, nous avons formé l'intégralité des collaborateurs à de nouveaux modes de travail. Nous n'avons plus les cartes de visite cachées dans les vestes. On essaye de les communiquer
communiquer auprès de tous. Donc l'information, effectivement, n'est plus détenue par chacun, mais est partagée par tous en synergie, pas qu'avec notre département, mais dans l'ensemble aussi des départements de l'entreprise, puisque la transaction n'est qu'un petit bout de ce que nous faisons chez JLL, justement. Et donc les collaborateurs, aujourd'hui, montent en compétences, en gamme et en discours auprès de leurs clients. C'est pas compliqué pour calculer les commissions sur telle ou telle transaction ? Pourquoi donc quel est le rapport entre la data et la com? C'est encore plus transparent, hein. Mais non, c'est pas du tout compliqué. Au non, parce que si on planquait les cartes de visite du client, c'était pour faire la transaction tout seul. Ou non, c'est tout simplement parce que les gens avaient peut-être un peu la flemme aussi. Ça implique une certaine discipline. Hein. Avoir une data de qualité, ça implique une discipline de chacun. Ça implique que chacun accepte de jouer le jeu, mais aussi n'ait pas l'impression d'être un employé administratif comme on a pu l'entendre certaines fois, mais au contraire qu'ils comprennent que la data va leur permettre de transformer leur métier et de perdurer dans les meilleures conditions. Donc non, au contraire. Il y a encore plus de sourires à la fin. C'est quoi les prochaines étapes? C'est la fin du panneau? C'est fini? On verra plus... Alors, ça dépend des gens dans la salle, mais je vous avouerai que certains d'entre vous continuent à appeler des panneaux. Donc, nous avons ce qu'on appelle un cross-channel. Donc, on a aujourd'hui un client, c'est assez intéressant, un parcours complètement différent de ce que nous connaissions auparavant. Un client, on voit qu'il va avoir non plus un site, mais il va en voir 4. Aujourd'hui, on a des moyens de savoir justement comment un client est arrivé, qu'est-ce qu'il a tapé sur Google pour arriver jusqu'à nous, ce que fait le client sur un site. Aujourd'hui, l'ensemble des industries regardent le parcours des clients. Et aujourd'hui, on se rend compte justement qu'un client peut aller sur Internet, téléphoner sur un panneau, rappeler sur un article qu'il a vu dans un blog, retweeter un tweet et après nous communiquer avec nous. Donc en fait, c'est la possibilité pour un client d'avoir plusieurs sources d'approche, plusieurs sources, et à nous de répondre au mieux justement selon la façon dont il a communiqué avec nous, puisque quelqu'un qui est appelé sur un panneau n'aura pas forcément envie d'avoir la même réponse apportée par le consultant. Bon, je suis rassuré, le panneau n'est pas mort. Pour l'instant, non. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure. Je vais passer la parole à Guillaume Parisot, maintenant le fondateur d'Aveltis. François Berthier a parlé du développement durable comme vraiment comme l'un des facteurs changeants de cette révolution, en tout cas l'un des items à suivre. Vous avez créé une structure qui propose de garantir la performance énergétique des immeubles de bureaux. Comment est née, pareil, cette idée de développer cette activité et puis en quoi les outils numériques vous ont permis aussi de développer un tel business model? Au départ, la création de cette activité, c'était de se dire finalement, mais pourquoi il n'y a pas d'engagement sur la performance, in fine? Et qu'est-ce qui empêche d'avoir cet engagement? Et quand on est arrivé à la conclusion que, en fait, rien du tout, si ce n'est quelqu'un qui a le courage de prendre ça à risque, eh bien, on s'est dit qu'il y avait sans doute une bonne idée à creuser. Et on l'a fait et pour la performance énergétique, mais de manière plus largement pour l'ensemble des charges locatives, en se disant, mais finalement, pourquoi sur les annonces immobilières dans le logement ou quand il y a une recherche effectivement pour un client tertiaire, pourquoi le loyer finalement est bien écrit et les charges sont données à titre indicatif, estimative, une provision de charge, et pourquoi dans l'inconscient collectif de tous les utilisateurs, il y aura une douloureuse en fin d'année et ça ne sera pas ce qu'on avait annoncé. Donc ça, c'est l'idée de départ. Après, cette idée, elle est vieille comme l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu la question des charges en immobilier. Ce qui change effectivement, c'est le numérique, le digital, qui fait qu'aujourd'hui, on peut prendre cet engagement sans être suicidaire. C'est-à-dire qu'on a à la fois des outils qui vont nous permettre de prédire, de modéliser la manière dont va se comporter le bâtiment et des outils qui vont nous permettre de piloter ce bâtiment, de récupérer énormément d'informations, de l'analyser et d'être capable de réguler en temps réel la manière dont se comporte le bâtiment. Mais quand je regarde une plaquette de promoteur et que je vois que le bâtiment est labellisé BREEAM, HQE, etc., je sais à peu près ce qu'il va me coûter normalement. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que la plupart des calculs qui sont faits déjà, on n'a pas forcément d'engagement de résultats sur ces différents labels. C'est un certain nombre d'indicateurs qualité, mais pas forcément de cibles de performance. Et par ailleurs, la manière dont c'était calculé jusqu'à aujourd'hui est plutôt basée sur du réglementaire. C'est-à-dire c'est plutôt pour favoriser telle ou telle production d'énergie, des choses comme ça. La quête de ces outils, ce n'est pas forcément la performance in fine et la performance d'un bâtiment avec les usages à l'intérieur. Et moi, c'est ce qui m'intéresse finalement. Alors évidemment que mes clients maîtres d'ouvrage aient leur label, c'est très important. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse encore plus directement, c'est de savoir exactement combien, en fonction d'un usage, le bâtiment va coûter en fonctionnement, quel service on va pouvoir proposer, comment les utilisateurs vont pouvoir se sentir bien
dans ce bâtiment avec tous les critères de confort. On a parlé qui s'étendent beaucoup. Hier, c'était juste de la température. Demain, on a les capteurs de qualité de l'air, on a de luminosité, on a énormément de choses. On qualifie beaucoup mieux le confort. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais pour modéliser tout ça, vous vous basez sur quelles solutions et quels outils numériques? Il y a des capteurs partout maintenant dans les bâtiments? Alors, il y a deux choses. On a une capacité de plus en plus importante à modéliser le bâtiment et on va franchir encore une étape extrêmement significative avec l'arrivée du BIM. Et puis après, il y a l'aspect, effectivement, après dans la vie du bâtiment, il y a tout l'aspect pilotage. Et là, effectivement, on est arrivé dans l'ère du smart building avec des bâtiments qui sont de plus en plus communicants, qui nous donnent de l'information et sur lesquels on est capable d'avoir finalement une fiche d'identité, un carnet de santé du bâtiment, de savoir si le bâtiment se comporte exactement comme on pensait. Et ça, de faire ça à distance sur un parc de bâtiments. Donc c'est ça qui permet de faire des offres telles que celles qu'on le propose. C'est-à-dire, c'est en fonction des usages, si je viens travailler après 19h et que du coup je consomme un peu plus, si je fais les 3-8 dans l'immeuble, si j'ai une surdensité, tout ça on peut le mesurer avec des capteurs, mais on peut agir derrière ou il y a un temps d'inertie? Comment ça fonctionne? Alors il y a deux choses. Déjà, si on change, la garantie elle est donnée par rapport à un usage du bâtiment. Typiquement, si on a un bâtiment qui fonctionne en semaine et qu'à un moment donné on dit qu'il va passer en 24/24, 7/7, évidemment que la garantie va s'en trouver impactée. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que tout ça, on a réussi à le modéliser et donc on est capable de donner ces informations a priori au locataire en lui disant très bien, tu veux changer tes conditions d'usage, ben voilà quel va être l'impact sur le bâtiment, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Il n'est pas obligé de vous le dire. Moi, je suis en retard sur un bouclage, je viens le dimanche au bureau, je dis à personne, même pas à mon patron, que j'allumais la lumière. Oui, non. alors ces variables d'ajustement, comme on les appelle, elles sont sur des comportements macro. C'est-à-dire s'il y a une personne qui vient dans le bâtiment, on n'en parle même pas. Si vous restez 1 heure de plus le soir, on n'en parle pas. Par contre, si vous avez l'ensemble de l'entreprise qui vient travailler et à laquelle je dois donner des conditions de confort et de service dans des horaires étendus, là oui, par contre, il faut qu'on travaille et qu'on modifie éventuellement la garantie qui a été prise. Et ce contrôle aujourd'hui, c'est principalement les capteurs qui permettent de savoir où c'est la bonne foi du locataire ou de l'utilisateur. Alors c'est une combinaison des deux, comme je disais, c'est-à-dire que quand il y a des événements majeurs qui vont arriver sur le bâtiment, on aime bien être prévenu. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un certain nombre de capteurs qui nous permettent de savoir ce qui se passe dans le bâtiment et de pouvoir à la fois réagir et à la fois mettre le bâtiment dans la meilleure configuration. Donc c'est une combinaison, pour répondre à votre question, c'est vraiment une combinaison des deux. Moi je suis tout à fait convaincu que les bonnes idées, c'est un bon mariage entre de l'humain et du digital. On est exactement là-dedans. Il y a une part d'humain, une part de digital. C'est valable pour un immeuble neuf, pour de l'existant, pour tout type de catégorie d'actifs, pour du bureau, pour du commerce, de l'hôtellerie? Alors nous, on a commencé par le plus simple à modéliser, c'est le bureau, en fait, de notre expérience. Et à l'autre bout du spectre, c'est le logement, parce qu'on a des toutes petites cellules qui ont des comportements individuels différents. Et par ailleurs, nous, on s'est mis sur la niche du moment où les charges sont les plus à risque. C'est-à-dire quand le bâtiment est transformé ou quand, a fortiori, il est neuf. Parce que dans ce cas-là, je n'ai pas d'historique. Soit mon historique est inexistant, soit il ne veut rien dire. Donc c'est là où il y a le plus potentiellement de choses à sécuriser. Et donc c'est sur ça qu'on s'est concentré en priorité. Mais rien n'interdit de le faire sur de l'existant et rien n'interdit de le faire sur des autres catégories d'actifs. Donc progressivement, on va étendre notre périmètre. Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui dans la chaîne et des métiers de la chaîne immobilière? Est-ce que ça redonne du pouvoir aux facility managers, aux property managers? Ça les tue? Ça les étouffe? Ça va changer des choses, oui. On a un certain nombre, pour moi, de métiers dans l'immobilier qui n'ont pas ou peu changé ces dernières années, ces dernières décennies. Et on voit qu'il y a je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'organisation actuelle soit celle qui corresponde le plus aux attentes des utilisateurs. Et nous, on se rend compte que nous, on signe des contrats tripartites. On est peut-être le seul acteur qui a à la fois un pied chez le propriétaire, un pied chez l'utilisateur. Moi, j'ai des engagements vis-à-vis des deux. Et quand on donne de l'information, on la donne aux deux. Et bizarrement, les redditions de charges se passent très très bien parce qu'on a une information qui est complètement transparente. Et le numérique apporte aussi ça, c'est-à-dire comme on est capable de tout mesurer, on est capable d'objectiver les choses et on est capable donc de prendre des décisions en connaissance de cause
Et entre gens de bonne foi, bizarrement, ça se passe bien à partir du moment où il y a une information fiable. Et vous êtes payé par qui? Le propriétaire ou l'utilisateur? Les deux. On est en fait, bah oui, c'est la beauté de la chose. Non, en fait, donc on a plusieurs phases. On a une première phase qui va être pendant que le projet de création ou de transformation du bâtiment. Finalement, nous, on a un premier rôle en conception qui est de modéliser le bâtiment et de, in fine, à la fin de la conception, d'être capable de dire ok, j'ai bien compris le bâtiment, je vais être capable de m'engager sur tel niveau de service à tel prix étant donné ce bâtiment-là. Donc là, on est rémunéré par le maître d'ouvrage. Ensuite, après, on a la phase de réalisation du projet et là, on a un intérêt aligné avec le maître d'ouvrage parce que moi, j'ai déjà pris l'engagement et donc il faut absolument que l'ouvrage livré, ça soit celui qui a été conçu. Accessoirement, ça intéresse aussi le maître d'ouvrage que ça soit ça. Donc là, on a plus un rôle de vérification. Et après, pendant la phase de vie du bâtiment, là, on va être rémunéré directement par l'utilisateur pour un rôle de pilotage par rapport au bâtiment. Donc on a un modèle mixte. Et demain, l'idée, c'est d'afficher un loyer charges comprises quand on est dans la salle immersive de JLL. Pas de problème. C'est total cost. Bon, on va vérifier tout ça. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Philippe Chiambaretta, architecte. François parlait du BIM, que ça allait révolutionner la manière de concevoir les immeubles. Qu'est-ce que ça change pour les architectes? Peut-être déjà dans la façon de penser même l'immeuble avant de le concevoir. Est-ce que le BIM change mentalement la façon de fonctionner pour les architectes ou pas encore? Le numérique, avant de parler du BIM, la révolution numérique, c'est celui des technologies de l'information et de la communication. Donc c'est une façon de représenter, de modéliser le réel autour de nous. Donc ça, c'est en train de bouleverser des choses fondamentales à l'architecture qui sont notre rapport à l'espace et au temps. Donc c'est vraiment la matière première à l'origine. Et ça change complètement les usages. Mais ça, c'est la deuxième table ronde. Donc moi aussi, je vais pas parler des usages. Mais dans les outils, effectivement, l'architecture a commencé à apparaître comme culture quand on a commencé à représenter le bâtiment par le dessin avant de le construire. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dissocie de l'acte. Et jusqu'à récemment, en fait, la table de dessin a été remplacée par l'ordinateur, mais c'est toujours la même chose. Maintenant, on parle de base de données, en fait. Le Revit, enfin en tout cas la représentation du bâtiment par Revit, c'est une base de données extrêmement complexe avec des milliards de données qui nous permettent d'être très proches du comportement de ce que sera celui du bâtiment réel. Donc ça questionne effectivement profondément la façon de le concevoir puisqu'on change de rapport au réel. Et en fait, je crois que la question essentielle, c'est peut-être pas tellement la révolution, si tu parles de penser le bâtiment, c'est plutôt que le BIM qui va être une opportunité non encore atteinte aujourd'hui de concevoir ensemble, donc une approche collective, de réunir les intelligences, c'est la possibilité d'aborder le bâtiment dans sa complexité. Or, je crois que la vraie révolution de notre époque, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pas une révolution du numérique qui n'est jamais qu'un outil. Un outil au service d'une question. Cette question, c'est pour moi tout ce changement anthropologique qu'on est en train de vivre, qu'on appelle anthropocène, qui est de dire l'impact notre rapport au monde change complètement et en fait, on doit penser, arriver à une science du complexe qui est tout à fait nouvelle et en fait qui passe par réunir les savoirs. Et donc, je pense que ce qui est très intéressant dans cette époque, c'est qu'en fait, l'outil du BIM ouvre l'opportunité et l'espoir que l'architecture même change de statut. C'est pas juste de faire un bel objet, c'est être capable d'aborder le bâtiment non plus comme un objet justement, mais quasiment comme un organisme. C'était intéressant de voir, on parlait de carnet de santé du bâtiment, etc. Donc je pense que c'est une révolution profonde sur l'idée même que l'on se fait du bâtiment, qui n'est plus cet objet inerte dans un espace éternel, une vision très moderne, mais dans un monde postmoderne aujourd'hui, c'est un organisme dans un ensemble de notre métabolisme, donc c'est beaucoup plus complexe à représenter, et donc c'est un changement profond de la pensée du bâtiment. Est-ce que ça, c'est dans la tête de beaucoup d'architectes, ou est-ce qu'il y a une forme de déni encore aujourd'hui, ou d'absence de prise de conscience que on est en pleine révolution, pour reprendre... Je peux parler pour ce qui est de ma tête, je ne sais pas pour tu croises quelques architectes quand même. Oui, mais je crois que
Nous, on a essayé de se dire Revit ou le BIM, et soit on le prend comme juste une nouvelle technologie que nous impose Autodesk, et qui va encore être une façon d'éliminer un certain nombre d'acteurs qui ne suivront pas, et donc on le prend, on le suit pour ne pas être disrupté, comme on dit aujourd'hui. Ou alors, on essaie de le prendre en toute sa puissance en se disant c'est quelque chose qu'on doit embrasser et sublimer. Ça change complètement les modes de travail et de conception. On passe d'une conception je dirais, classique, traditionnelle, descendante, où il y a le grand créateur, l'architecte qui fait un geste et les ingénieurs qui suivent derrière. Non. Là, on pense ensemble, on conçoit ensemble. Et ça, je pense que beaucoup d'architectes continuent malheureusement de le voir comme un mal qu'ils doivent assumer, mais en restant toujours préoccupés par une question de forme. Or, je crois qu'aujourd'hui, on en parlera après, ce qui est important dans notre époque, c'est le changement des usages et c'est le changement des process, comment on passe d'une fonction à une forme. Et à ce moment-là, ça change complètement le métier. Et si on reste simplement comme des sculpteurs, je pense qu'on a des soucis à se faire. C'est quoi? C'est une question de perte de statut aussi, d'aura de l'architecte. Est-ce qu'on peut libériser l'architecte? Je crois pas. On dit qu'on peut finalement... Non, je crois pas, parce qu'en fait, tout ce qui peut être... Il se défend, il a raison. Tout ce qui peut être fait de manière répétitive sera remplacé par des machines et des robots. Bon, ça, c'est ce qu'on dit. Je ne crois pas qu'il y ait, au contraire, de possibilité de remplacer ce travail. Mais ce n'est pas l'architecte, hein, c'est le travail de synthèse par le processus de design, qui est le design au sens anglo-saxon. C'est-à-dire, en fait, comment on synthétise l'ensemble de ces contraintes dans une forme. Elle devient, au contraire, de plus en plus complexe. Mais elle va nécessiter une forme de pratique de plus en plus complexe et de plus en plus savante. Ça, c'est sûr. Et dans le rapport avec les maîtres d'ouvrage, les outils numériques changent aussi la façon de discuter très concrètement sur les projets sur lesquels tu travailles? Je pense que aujourd'hui, c'est les maîtres d'ouvrage qui sont... pour que l'industrie, globalement, avance dans cette direction-là, le BIM, c'est-à-dire que tout le monde s'y met. Et tout le monde met les moyens de réfléchir à ce qu'ils veulent en obtenir. Est-ce que c'est uniquement dans la conception, la construction, l'exploitation? Donc, on voit encore que ça traîne un peu chez les maîtres d'ouvrage pour vraiment se mettre autour de la table et mettre les moyens pour que cette révolution BIM ne soit pas juste un buzzword, mais qu'on le fasse vraiment. Qu'est-ce qu'ils craignent? De sortir un peu de leur zone de confort, de réfléchir différemment? De payer un peu plus, parce que forcément, ça veut dire que ça coûte un peu d'argent. Il faut mettre en place des choses qui disparaîtront après, quand ça va rentrer dans les mœurs. Le BIM manager disparaîtra. Ce sera l'architecte ou le bureau d'études qui sera BIM manager. Aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher. Donc, on hésite et on évite, mais ça va venir, ça c'est sûr. Pour faire le lien avec la deuxième table ronde et peut-être avant des questions de la salle, comment l'architecte travaille le lien entre le physique, l'immeuble, et le digital? François Berthier parlait de sa conviction sur les immeubles connectés. Alors bon, ça ne suffit pas de mettre du Wi-Fi un peu partout, de mettre du Google Home ou je ne sais quelle solution. J'aurais peut-être pas dû prononcer celle-là. Comment l'architecte travaille en fait ce lien aujourd'hui sur des nouveaux usages dont on peut penser qu'à l'échelle du temps de l'immobilier, on ne sait pas ce que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants consommeront ou la manière dont ils consommeront l'immeuble? Alors là, on sort un peu du sujet de l'outil de conception, mais donc là, on conçoit pour un usage. Donc oui. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse très activement aux usages. Et je crois que là, pour le coup, ça fait partie aujourd'hui dans la conception que j'en ai du travail qu'on doit faire comme architecte, c'est-à-dire ne pas considérer qu'on prend le cahier des charges que nous donne le maître d'ouvrage, mais c'est un travail de recherche, d'exploration sociologique, technologique, vraiment actif. Tu le sais, la revue Stream, pour nous, c'est un travail permanent d'essayer de comprendre comment vont vivre les gens demain, travailler, se déplacer, etc. Enfin, tout le monde est obligé de réfléchir à ça. Vous regardez aujourd'hui les livres, enfin les carnets de rapport annuel de la plupart des grands groupes, que ce soit dans les nouvelles technologies ou même chez les constructeurs automobiles, tout le monde développe une activité d'urbanisme aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est-à-dire que tout le monde comprend que son métier va être impacté par les nouvelles technologies et va impacter la ville. Donc BMW se pose des questions sur ce qu'est la voiture demain, mais ce que sera aussi le travail de demain, parce que ce temps où on va passer dans la voiture, qu'on ne passera pas au bureau, va impacter le bureau, va impacter les parkings, comme disait François Berthier tout à l'heure. Donc, quand je dis cette question est extrêmement complexe, elle est globale et elle est systémique.
Et c'est ce qui rend la chose à la fois passionnante et très difficile à résoudre. Si je comprends bien, on est dans la fabrique de la ville et il faudra fédérer des acteurs autres qu'un seul secteur. Là, on dépasse totalement le sujet des nouveaux usages ou des nouveaux outils numériques. Mais demain, il faut peut-être travailler entre un promoteur immobilier, un constructeur automobile et... C'est clair, je crois que c'est évident. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les initiatives qu'a pris la ville de Paris il y a 2 ans avec Réinventer Paris, on peut le critiquer. Enfin, on a tout entendu et son contraire sur le sujet, mais ça a quand même eu le mérite de voir comment, sur des sujets d'urbanisme, aujourd'hui, on peut inventer ou réfléchir à des solutions en mettant autour de la table des gens aussi divers que des constructeurs automobiles, des startups sur des technologies numériques, des architectes, des artistes. Enfin, la ville, elle est cette chose vivante et complexe qui nécessite toutes les intelligences. Ce que disait Edgar Morin sur la pensée complexe, c'est qu'on doit passer d'une science qui a divisé, ce qui a été polytechnique aussi, on divise en domaine du savoir, pour aujourd'hui être dans une connaissance de la reliance. Et donc, au contraire, de savoir synthétiser. C'est pour ça que je pense que l'architecture peut avoir du souci à se faire si on reste dans une approche très classique, mais en revanche, elle est au cœur. C'est la synthèse de tout ça qui est de plus en plus passionnante. Merci beaucoup. Des questions dans la salle? Comme vous êtes un peu plus de 250. Sinon, je désigne des volontaires. Hein. Un micro arrive, excusez-moi. Merci de vous présenter. Éric Gauthier, Siemens. Je ne travaille pas du tout dans le domaine de l'immobilier, mais je travaille dans le numérique depuis une 30aine d'années. Et ce qui me surprend dans la discussion qui a eu lieu jusqu'à présent, c'est qu'on semble partir du postulat que la ville a un avenir. Bon, c'est volontairement provocatif, ou provoquant, pardon, en français. Mais est-ce que la ville, parce que maintenant, le numérique, on peut travailler de manière collaborative, à distance, sans que tout le monde soit dans le même lieu. C'est la question de la métropolisation. Est-ce que ça va se passer en ville? Certains ont fait le pari. Hein. En fait, moi, je dirais que depuis l'avènement du digital, c'est plutôt l'inverse qu'on constate, c'est qu'il y a une hyper-centralisation. C'est-à-dire, certes, vous pouvez travailler d'où vous voulez, mais si vous voulez travailler avec les bonnes personnes, interagir avec les bonnes startups, créer de nouveaux services, en fait, il faut que vous soyez à l'endroit où ça se passe. Et c'est pour ça qu'on a des incubateurs qui se créent. Et en fait, je pense qu'en fait, on est en train de créer un mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt en train de créer une hyper-centralisation qu'un phénomène ou alors, en tout cas, il y a au moins un peu des deux. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe que de dire on peut travailler d'où on veut. Donc, je pense que ce qu'on observe de notre Philippe côté, et Thomas. c'est qu'en fait, le développement du digital, on s'est posé des questions déjà 20 ans, 30 ans, le télétravail, etc. Je crois qu'on observe plutôt un changement de nature de l'espace, même, je ne vais pas utiliser le mot de paradigme, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la puissance ou le sens qu'on donne à l'espace physique change d'importance avec l'existence du numérique et du digital, du virtuel. Mais on le voit bien dans le commerce, on le voit dans le bureau. La raison d'aller travailler dans un bureau n'est pas la même qu'il y a 10-15 ans, mais elle est encore plus importante. Mais les qualités qu'on doit donner à cet espace ne sont plus les mêmes. On n'est plus dans un outil de production, on est dans un outil de relation. Thomas, c'était la même réponse. Alors, une autre question, je crois. oui, Je ne bonjour. vois pas si vous pouvez vous lever. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, bien il y a sûr. une caméra derrière, pardon. Donc Stéphane Vier, fondateur de la start-up Cadre de Vie. Nous, on approche l'immobilier par moment de vie. Et dans ce que vous venez de dire, et la question du monsieur de chez Siemens, il y a la question du moment de vie télétravail, qui est un petit peu à la mode avec les ordonnances. Il y a 1 million de foyers qui télétravaillent. Et il y a la question de l'hyperconnectivité des logements pour les 3 millions de foyers dont je fais partie, qui ont des adolescents à la maison pour qui le haut débit est plus important que l'eau courante. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'en pensez-vous? Qui veut répondre? J'ai les mêmes sur le... Ça scotchait tout le monde, ça. Des moments de vie. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Répétez la question. Qu'en pensez-vous? En plus court, gérer le télétravail, est-ce que ça change les appartements? Gérer le besoin de très haut débit? On est dans les usages, on anticipe la deuxième table ronde. Mais est-ce que les outils permettent ça? Est-ce qu'aujourd'hui, JLL commercialise
principalement de l'immobilier entreprise. Est-ce qu'on peut imaginer demain commercialiser un espace qui puisse être un temps du bureau, un autre temps du commerce ou même de la petite logistique quand on fait du e-commerce, un temps du logement? Est-ce que ça, on peut déjà l'anticiper et le vendre? On voit déjà de plus en plus de flexibilité dans les espaces de travail. Et effectivement, les entreprises aujourd'hui ne recherchent plus des espaces de bureau dans un immeuble, mais recherchent une communauté, recherchent des espaces de travail en commun, de travailler ensemble. Aujourd'hui, les grandes entreprises qui recherchent de grands volumes veulent justement que les espaces de restauration puissent servir le matin au petit déjeuner, le brainstorming des équipes durant la matinée pour devenir un espace de restauration, puis des espaces festifs ou de réunion. Aujourd'hui, effectivement, les usages, et c'est l'introduction par rapport à notre discussion qui suit, est très importante. L'usage d'un bâtiment va justement donner le guide, et aujourd'hui, on a plutôt des gens qui reviennent, en tout cas en ce qui nous concerne, sur le télétravail, parce que la journée de télétravail, c'est un peu la journée de punition, finalement, où on fait ce qu'on a à faire à la maison, mais on n'a plus cet esprit de communauté, on ne participe pas. Si on a raté une journée qui, finalement, est un peu plus riche qu'auparavant, on rate une partie de sa vie. Enfin, pardon. Ah, c'est radical. On ne perçoit pas peut-être complètement la vie sociale qui est intervenue en son absence. Et aujourd'hui, on a plutôt des entreprises qui, quand elles se sentent bien dans leur entreprise, reviennent sur cet esprit de télétravail pour justement profiter différemment, par contre, du lieu et pas sur les mêmes horaires. Donc, on a des gens qui arrivent très tôt le matin pour faire du sport, qui repartent beaucoup plus tôt, certains qui habitent en province justement et qui reviennent pour travailler 4 jours de façon intense. Donc, c'est plutôt la façon dont on se comporte dans une entreprise qui joue, plutôt que l'aspect du télétravail ou la transformation du bien-être dans l'entreprise. Une dernière question, plutôt sur les outils numériques. Oh là là, il y a 4 mains qui se lèvent, c'est pas possible. Non, on va finir à 22h là. Allez-y, et puis juste une question derrière. Bonjour, je suis Lamia Lafi, cofondatrice de la startup Lokiz. Aujourd'hui, je suis incubée chez Xavier Niel à Station F. Et la startup aujourd'hui digitalise la prospection immobilière. J'ai une petite question, c'est comment faites-vous aujourd'hui pour favoriser les partenariats entre start-up et grosses boîtes? Qui veut répondre? Voilà, il y a déjà une première réponse. Alors, au niveau global, on a fait rentrer 2 fondateurs de Groupon dans notre conseil d'administration Monde, justement pour favoriser les échanges avec les startups et qu'on ne soit pas complètement à côté de la plaque. Maintenant, comme on l'expliquait tout à l'heure, sur des projets d'ampleur, on va chercher justement des startups, on va chercher des petites structures qui ont des très bonnes idées pour travailler. Donc, pour moi, aujourd'hui, dans les grandes entreprises, on a plutôt envie et on favorise le travail avec les startups. On les incube aussi chez nous, juste le temps du projet. Pendant quelques mois, on a les startups qui viennent, qui découvrent la vie de l'entreprise, nos propres clients, et on essaie justement de créer un cercle vertueux entre les startups et les grands groupes. J'ai une autre question là-bas. Et j'en avais une ici. Ok. Bonsoir, Samuel Ezakaikedi, Vilogie. Quand on regarde tous les innovations et les outils tels que vous les présentez, si on voulait faire une analogie avec l'ordinateur, on dirait plein d'applicatifs ou de logiciels pour travailler demain. Maintenant, par rapport à le numérique en lui-même, qu'est-ce que vous imaginez comme système d'exploitation maître autour duquel tout ça va s'agréger par rapport à demain pour positionner l'immobilier dans l'économie numérique? Merci. Ça c'est la question à pas mal de zéros derrière. Bon, qui gagne à la fin? Que je puisse acheter des actions avant que ça soit trop cher. Moi, je peux répondre à côté en disant que pour qu'il y ait un système d'exploitation, il faudrait qu'il y ait un architecte majeur de l'ensemble qui aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, on est dans des silos avec de nombreux acteurs, et donc il y aura forcément la coexistence de tas de petites briques qui seront plus ou moins intelligentes, et puis le marché fera qu'elles se consolideront plus ou moins. Il y aura toujours un standard, et en face d'un standard, il y aura toujours des challengers. Donc, c'est une vision assez pragmatique, sachant que les objets immobiliers sont tous très différents. Là, on parle de la France, mais dès qu'on va changer de géographie, tout est différent. En fait, on n'a pas les mêmes tailles de fenêtres en France qu'en Allemagne. Hein. Donc, pour moi, c'est inconcevable d'avoir un système. Il n'y aura jamais un Windows de l'immobilier, quoi.
Pour compléter, je pense qu'on a un vrai sujet de silo et de clivage dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la phase projet, la phase exploitation sont encore très segmentées. Ce n'est pas les mêmes acteurs. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas assez de ponts, encore une fois, de manière générale, entre le secteur de l'immobilier et le secteur du digital. Et donc, tous les ponts, je ne sais pas quel sera le système d'exploitation, mais en tout cas, on a énormément de ponts à construire entre ces différents domaines. Et c'est ça, en tout cas, qui apportera une réponse. Et ma conviction, si vous dites où investir, moi, je suis convaincu aujourd'hui que le maximum de valeur, il est à la chercher aux interstices entre les secteurs d'activité. C'est-à-dire, finalement, ça fait des années que tout dans vos secteurs, vous optimisez votre modèle, Donc, on peut partir du principe que celui-là, il n'y a plus énormément de valeur à aller chercher directement là-dedans. Par contre, au croisement entre deux secteurs d'activité, là, il y a encore énormément de gisements de valeur à aller chercher. Donc, il faut favoriser les partenariats, il faut travailler entre grands groupes, il faut travailler avec des startups. Et en fait, moi, je pense que ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont être capables de se marier intelligemment et de trouver la pépite au croisement entre plusieurs chemins. Donc, c'est Aveltis. Vous avez compris le message ? Merci. Dernière question sur les outils numériques. Bonjour, Fabien Richard, Caisse des dépôts. Vous avez parlé beaucoup d'outils numériques. Est-ce que vous pourriez nous évoquer le sujet de la cybersécurité, compte tenu de la quantité assez impressionnante de données que vous allez collecter et du risque que ça entraîne pour vous, pour vos usagers, pour l'usage, tout ça. Merci. On peut se faire hacker un immeuble ? Évidemment. Pirater un immeuble ? Entre autres. Hein. Tout système informatique peut se faire hacker. Voilà. Oui, on peut tout imaginer, vous avez raison. On peut faire des scénarios catastrophes à tout va, effectivement, à partir du moment où les objets sont tous connectés, où il y a des actionnaires dans tous les sens. Oui, vous avez raison, on peut tout imaginer. Mais comme sur beaucoup de secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on sait que le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, je pense qu'on n'a jamais eu autant aujourd'hui de systèmes de protection. Et donc tout ce qui est important, c'est le niveau de riposte par rapport à mon agression potentielle. Et la vraie question, c'est celle-là. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, du point de vue physique non plus. Hein, si vous pouvez mettre tous les agents de sécurité que vous voulez dans votre immeuble. Si vous avez une dizaine de gugus qui arrivent avec des kalachnikovs, ils rentreront quoi que vous ayez fait. Donc, à un moment donné, simplement, c'est se dire j'ai pris les précautions raisonnables qui me permettent de dormir sur au moins une oreille, peut-être pas sur les deux, mais en tout cas de voir ça. Mais la question se pose dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de raison que nous, dans l'immobilier, on ne soit pas capable de trouver aussi une réponse adaptée à notre secteur. Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir.